Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La colère des salariés et des élus après l'annonce par General Electric de supprimer 1000 emplois, dont près de 800 dans le territoire de Belfort. Le gouvernement était-il au courant? A-t-il attendu le lendemain des élections européennes pour officialiser le plan social? On pose la question au sénateur LR Cédric Perrin. Les sénateurs communistes ouvrent le débat sur la légalisation du cannabis thérapeutique. Autorisé dans 21 pays d'Europe, il est utilisé pour soulager les douleurs chez certains patients. Il pourrait être autorisé en France à titre expérimental, malgré des doutes sur notamment le risque d'addiction. On en parle avec mes invités dans un instant. Pour la première fois, une étude sénatoriale s'est intéressée à l'ampleur de la pédophilie dans les institutions en contact avec les mineurs. Éducation nationale, associations sportives, culturelles ou encore l'Église catholique. 38 propositions sont sur la table pour mieux protéger les enfants. Le débat est à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Trani en direct de la salle des conférences pour les réactions des sénateurs à cette actualité. Et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle. Il suit pour nous les débats en séance. Mais avant de développer tous ces titres, Édouard Philippe veut fixer le cap de l'acte 2 du quinquennat. Le Premier ministre, qui a échappé à un remaniement, va redemander la confiance des députés. Ce sera le 12 juin. C'est Sibeth Ndiaye qui l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres. On écoute tout de suite la porte-parole du gouvernement. Il a été également annoncé au cours de ce Conseil des ministres que le Premier ministre tiendrait un discours de politique générale le 12 juin prochain, dont l'objectif sera à la fois d'expliquer ce que sera la mise en œuvre de l'acte 2 par le gouvernement, acte 2 voulu par le président de la République, avec l'explication du changement de méthode, la volonté à la fois de proximité et d'humanité dans le déploiement de nos politiques publiques. Cette déclaration de politique générale sera l'occasion pour le Premier ministre à la fois de fixer le calendrier politique, mais également les chantiers législatifs et l'ensemble des éléments qui permettront d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Et par ailleurs, il n'y aura pas de congrès comme évoqué. Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il réunirait le Parlement en congrès à Versailles le 8 juillet. Le congrès est reporté à une date ultérieure, a fait savoir le gouvernement. On en vient à présent à l'actualité du Sénat avec un débat à l'initiative du groupe RDSE en séance sur la fraude à la TVA. Alors Alexandre Poussard, vous suivez pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle et le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a d'ailleurs fait des annonces sur ce sujet. Et oui Delphine, car cette fraude à la TVA met un gros coup au porte-monnaie de l'État, car la TVA est la première ressource financière de l'État avec 160 milliards d'euros. Et cette fraude à la TVA représente un manque à gagner d'à peu près 20 milliards d'euros, soit 12% des ressources fiscales potentielles de l'État. Et le problème, c'est que cette fraude à la TVA s'accélère avec le développement du commerce en ligne qui accélère les échanges commerciaux entre les pays. Alors, vous l'avez dit, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a profité de ce débat organisé au Sénat pour annoncer tout un arsenal de mesures pour lutter contre cette fraude. Il souhaite notamment créer une liste noire des plateformes étrangères qui ne paient pas la TVA sur leur marché français. Écoutez Gérald Darmanin. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vendent le produit sans la TVA, et c'est moins cher que le prix du marché officiel, pour reprendre le propos de monsieur le sénateur. Et par ailleurs, évidemment, ces concurrents malsains avec les plateformes françaises ou celles qui jouent au jeu. Puis il y a ceux qui mettent le prix de la TVA, puis qui l'encaissent et qui ne le reversent jamais. Donc ça peut arriver sur quelques plateformes étrangères que nous ne pouvons pas contrôler. Donc nous mettrons ça évidemment en place. Cette liste noire sera connue et puis nous ferons des amendes très importantes pour ceux qui ne respectent pas le jeu des plateformes européennes ou françaises. Et autre proposition de Bercy, l'obligation pour les entreprises françaises de faire de la facturation électronique. Écoutez le ministre. C'est-à-dire que toutes les entreprises de France, on va bien sûr les accompagner, singulièrement les plus petites, mais passer à la facturation électronique qui permet un énorme avantage de récupérer toutes les données, les numéros de SIRET, les échanges de facturation, les prête-noms, et de les rentrer dans un système électronique qui justement nous permet, avec ces données et avec ces outils, de pouvoir repérer d'un seul coup d'œil, si je veux dire, ou d'un seul clic, ce que parfois des agents mettent des mois et des mois à mettre en place, et parfois qui échappent singulièrement aux contrôles fiscaux.
Et puis face au boom des plateformes de livraison de colis comme l'américain Amazon ou le chinois Alibaba, Gérald Darmanin veut aller plus loin que l'Union européenne en créant notamment un registre électronique des colis et puis en supprimant l'exonération de TVA qui existe sur les biens importés d'une valeur inférieure à 150 €. Enfin, le ministre des Comptes publics a avoué qu'il réfléchissait à une TVA prélevée à la source directement sur les entreprises. Toutes ces mesures antifraude seront incluses dans le projet de loi de finances 2020 qui sera débattu ici au Sénat à la fin de l'année 2019. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos explications. Et puis on se retrouve tout au long de cette édition. Et puis première invitée de notre multiplex, c'est la sénatrice centriste de l'Orne. Elle est avec vous, Tam Tranui. Elle vient justement d'être chargée d'une mission par l'exécutif sur ces questions de fraude. Nathalie Goulet, Édouard Philippe vient donc de vous confier une mission sur la fraude sociale et son impact sur les finances publiques. Quel est déjà son objectif ? D'abord, je voudrais remercier le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre des Comptes publics de m'avoir confié cette mission. C'est une grosse responsabilité. Vous êtes deux parlementaires d'un que j'ai partagé, c'est ça, avec Karine Grandjean, qui est députée de La République En Marche, que j'ai vue tout à l'heure. Donc, c'est d'abord de faire un point sur la fraude sociale, un sujet que j'évoque depuis très longtemps, son impact sur les finances publiques, exactement la question que je pose depuis au moins aussi longtemps, et de proposer des solutions. Quel enjeu financier cela représente-t-il aujourd'hui, selon vous, pour nos finances publiques, même si je suppose que cette évaluation va être dans votre rapport ? Donc en fait, on était sur une évaluation, un enjeu de fraude en 2011 qui a été beaucoup contesté, notamment par le ministre, qui partait d'une reconnaissance d'1,8 million faux numéros d'INSEE. Donc on avait fait une évaluation de la fraude à peu près à 7 000 € de dépenses par personne, ça faisait 14 milliards. Mais encore une fois, c'est un enjeu de fraude. Donc en fait, on va voir avec cette mission, les services vont devoir nous répondre. On va pouvoir faire une enquête sur pièce et sur place avec des fonctionnaires, j'espère, du ministère de la Santé, mais aussi du ministère des Comptes publics, et avoir des réponses aux questions qu'on pose depuis longtemps, et qui sont des questions extrêmement légitimes. L'objectif, c'est aussi d'évaluer ce qui procède de la fraude, de l'erreur de bonne foi. C'est bien précisé à l'intérieur de votre lettre de mission, puisqu'il y a eu bien sûr cette loi pour un État au service d'une société de confiance. Bien sûr. De toute façon, ça c'est aussi normal. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais les documents qui sont en notre possession font déjà le distinguo entre les mauvaises photocopies et la fraude. Voilà. Donc on va essayer de bien identifier toutes les mesures de sécurité de l'entrée dans nos services de soins, notamment ce NIR, ce numéro d'inscription au registre, qui pose de nombreux problèmes depuis de nombreuses années. Alors Nathalie Goulet, vous sortez aussi d'un débat lors duquel on découvre que Bercy prépare un nouvel arsenal contre la fraude à la TVA. C'est un manque à gagner pour la France de 20 milliards selon la Commission européenne. Oui, mais c'est une très bonne nouvelle. Personne ne doute de la volonté de Bercy de lutter contre la fraude fiscale, même si on n'a pas forcément les mêmes positions sur les sujets. Et de toute façon, comme de toute façon les voleurs courent plus vite que les gendarmes et que la loi court encore moins vite que tout le monde, plus vite on aura un arsenal, plus vite on aura un arsenal européen et mieux ça ira. Et ça concerne notamment la question du e-commerce, les plateformes de vente en ligne comme Amazon par exemple, elles vont devoir collecter et payer la TVA. Jusqu'ici, ce n'était pas forcément le cas ? Ce n'est pas forcément le cas, et puis là aussi, c'est des nouvelles pratiques. Donc vous comprenez bien qu'il faut adapter la législation, il faut aussi rester compétitif. Donc toutes ces mesures peuvent être prises au niveau européen et aussi pouvoir poursuivre les tricheurs. C'est l'intérêt aussi d'avoir un parquet européen et d'échanger les données entre les différents partenaires sur ces sujets. Donc on a vraiment du pain sur la planche en matière fiscale, mais je vous rappelle quand même que tous les sujets, notamment des gilets jaunes, c'était aussi pour plus de justice fiscale, de justice sociale, et donc tout ça est exactement pareil. Je voudrais juste prendre une demi-seconde, même si le temps est une demi-seconde. La fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres. C'est une fraude qui n'exclut pas la fraude fiscale. C'est pas fromage ou dessert. On fait les deux. Et c'est souvent des réseaux organisés. Donc il faut vraiment cesser de penser que la fraude sociale est une fraude au rabais. C'est une vraie fraude. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir répondu à mes questions et on attend donc votre rapport pour l'automne prochain. Septembre. Merci beaucoup Nathalie Goulet. Merci beaucoup Tam. Ambiance houleuse ce matin au Sénat lors de l'audition du PDG de Vinci par la Commission de l'aménagement du territoire. La direction de Vinci, vous allez le voir, a suscité la colère des sénateurs par ses réponses jugées incorrectes. Aurélien Romano.
Xavier Huillard, le président du groupe Vinci, répond pour la première fois à l'invitation du Sénat. En audition publique, le PDG et son adjoint ont suscité l'énervement des sénateurs en éludant certaines des questions, notamment sur le dossier des autoroutes concédées. Et vous avez enfin évoqué, juste en réponse liminaire, la question de la publication du protocole signé entre l'État et les sociétés d'autoroutes en 2015. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est disponible sur le site de Mediapart et donc il est très facile de le consulter. Je ne suis pas certain que votre dernière remarque, si je peux me permettre, soit très pertinente. Parce que me répondre, vous n'avez pas pu obtenir, vous, commission compétente du Sénat, la communication d'un protocole, mais vous aviez qu'à aller sur le site de Mediapart, honnêtement, monsieur, je trouve que ça n'est pas correct. Échange difficile entre les dirigeants du groupe de BTP Concessions et les sénateurs qui soulignent le manque de transparence pointé notamment par la Cour des comptes sur les concessions d'autoroutes. Autre point à éclaircir, le lien supposé entre l'indemnisation due à Vinci suite à l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et l'éventuelle contrepartie d'entrée au capital d'Aéroports de Paris. Le PDG s'est voulu très clair. 1, ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs. 2, ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et 3, ça ne se passe jamais comme ça. Donc il y a un sujet, le jour venu, qui sera le sujet de l'indemnisation du fait de l'arrêt de l'aéroport du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et puis un autre sujet, peut-être un jour, on verra bien, qui est l'ouverture de capital d'aéroport de Paris. Xavier Huillard a même dans la foulée minimisé l'éventualité de ne pas obtenir Aéroport de Paris. Et s'il ne se passe rien sur ADP, ce n'est pas un drame pour Vinci et nous continuerons. Voilà. Les sénateurs ont attiré l'attention de l'entreprise sur le mécontentement grandissant au sein du Sénat et aussi dans le pays sur ces différents dossiers. Rappelons que l'éventuelle privatisation d'ADP sera peut-être tranchée par un référendum si la procédure d'initiative parlementaire arrive à son terme. Voilà, et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur communiste de l'Isère, Guillaume Gontard. Guillaume Gontard, avec quelle impression êtes-vous sorti de cette audition tendue entre les sénateurs et la direction du groupe Vinci ? Je dirais que ça a confirmé ce que j'avais pu voir dans le cadre de notre proposition de loi sur la nationalisation des autoroutes. Vous les aviez déjà auditionnés ? Je les avais déjà auditionnés et je dirais qu'on était sur le même ton. Un petit peu suffisant, alors qu'il y a quand même des questions à se poser et on avait des questions. On a parlé du protocole d'accord de 2015. C'était l'objet de votre question, cet accord secret de 2015 entre d'une part Emmanuel Macron et Ségolène Royal et d'autre part la direction du groupe Vinci. Que prévoyait-il ce protocole d'accord ? Il prévoyait un certain nombre de choses et il cadrait, c'est-à-dire que Ségolène Royal avait prévu de geler l'augmentation des tarifs, sauf que les accords sont ainsi faits et que Vinci en a profité pour renégocier ces accords. Et du coup, au bout du compte, ce gel des tarifs sur une année s'est soldé par une augmentation jusqu'à 2023. Voilà, et qui de coûte 2019 à 2023. Qui coûte au bas beau 500 millions d'euros. Donc un nouveau cadeau pour vous, pour les autoroutes, alors que on sait combien la privatisation des autoroutes est déjà un sujet controversé. On voit surtout que le rapport de force entre l'État et ses sociétés d'autoroutes est complètement déséquilibré et qu'on ne peut pas continuer sur des accords de ce type. Dans l'accord aussi, il y avait sur la fiscalité un engagement de l'État pour dire on compensera les fiscalités qui pourront être mises en place. Ce qui me paraît d'ailleurs à la limite de la légalité, qu'un ministre, à l'époque Emmanuel Macron, signe ça et engage l'État en disant que les projets de loi de finances ne compteront pas. De toute façon, on compensera cette fiscalité pour les entreprises autoroutières. Donc moi, ça me pose un vrai problème. Emmanuel Macron a-t-il eu pour vous la volonté de particulièrement satisfaire ou favoriser Vinci ou ses sociétés dans ce protocole d'accord ? Moi, je dirais la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que, je le disais, le rapport de force est tellement faussé que je dirais que l'État n'a pas le choix. Et l'État est obligé de se coucher face à ces grandes entreprises. Et donc, il faut reprendre la main, il faut casser. C'est ce qu'on proposait, de renationaliser et de reprendre la main sur ces sociétés d'autoroutes. Est-ce que c'est ce que vous craignez également avec la privatisation d'ADP ? On sait que Vinci est bien sûr intéressé par Aéroport de Paris, même si ce matin, il a semblé montrer relativement peu d'intérêt.
Sur ADP, on avait auditionné le PDG d'ADP. C'était assez, je dirais, amusant ses réponses, puisqu'il disait que lui, la gestion telle qu'elle était actuellement, avec une participation majoritaire de l'État, ça allait très bien. D'ailleurs, avec je ne sais plus, 130 millions d'euros de dividendes par an, ce qui est plutôt intéressant pour l'État. Et en nous disant, ça serait pareil si on privatisait, mais il n'y aurait pas tellement d'avantages ni d'intérêts. Alors pourquoi, je lui avais d'ailleurs répondu, on va perdre quand même 130 millions d'euros par an. Donc la raison, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un accord, comme certains disent, caché avec Vinci suite à l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, voilà, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Je ne sais pas, moi je ne m'avancerai pas sur cette question. Mais le peu d'arguments qu'a le gouvernement pour justifier la privatisation d'ADP pose grandement question. Bien, merci beaucoup Guillaume Gontard d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Tam. On en vient à présent à notre page consacrée à la légalisation du cannabis thérapeutique. Un débat a lieu dans l'hémicycle du Sénat aujourd'hui sur ce sujet, à l'initiative des sénateurs communistes et écologistes. Il faut dire que le gouvernement ne ferme pas la porte à une expérimentation. Pour en parler, on retrouve Alexandre Poussard. Quelle est la teneur des débats cet après-midi ? Oui Delphine, et dans ce débat, on apprend que le cannabis thérapeutique pourrait soulager entre 300 000 et 1 million de personnes en France. Une vingtaine de pays de l'Union européenne l'ont déjà autorisé. Et la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, a déjà confié que la France était en retard, en tout cas sur la recherche autour du cannabis thérapeutique. Alors les autorités françaises, les autorités sanitaires se sont mises à travailler sur ce sujet. Écoutez la sénatrice communiste Laurence Cohen. Le 10 septembre 2018, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a mis en place, comme cela a été dit, un comité scientifique spécialisé temporaire présidé par le professeur Nicolas Authier pour juger de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis thérapeutique. Le 13 décembre 2018, ce comité a reconnu la pertinence médicale du cannabis thérapeutique et validé son utilisation dans plusieurs cas précis. Douleurs réfractaires aux autres thérapies, médicamenteuses ou non, il ne s'agit pas de prescrire le cannabis comme ça, formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistante, soins de support en oncologie, situation palliative et spasticité douloureuse de la sclérose en plaques. Alors je peux vous dire que le cannabis thérapeutique n'a pas convaincu tous les sénateurs et notamment la droite de l'hémicycle qui pointe le risque d'addiction au cannabis. Écoutez la sénatrice Chantal Decenne. Le cannabis est une vraie drogue, psychotrope qui agit durablement sur l'organisme. Ce n'est pas une substance anodine. Les effets négatifs de la consommation de cannabis sur la santé sont nombreux. Je vous en cite quelques-uns. Altération de la mémoire et du champ visuel, troubles de l'équilibre, troubles de la concentration, crise d'angoisse, dépression, repli sur soi, schizophrénie, AVC. Il a été montré qu'il existe un lien entre l'importance de l'utilisation du cannabis et la survenue d'idées suicidaires. Et dans ce débat, les sénateurs de la majorité craignent que l'autorisation de ce cannabis thérapeutique soit une porte ouverte à la légalisation du cannabis récréatif. Merci beaucoup Alexandre. Il faut dire que la France est aujourd'hui l'un des rares pays justement européens à ne pas avoir légalisé le cannabis thérapeutique. Alors avant d'en débattre avec mes invités, on fait le point sur la législation en France avec Marvin Guglielminetti. Elle consomme régulièrement du cannabis. Comme 6000 personnes en France, Mado Gilanton est atteinte de la syringomyélie, une maladie de la moelle épinière. Tous les jours, elle souffre de douleurs neuropathiques sévères. Le cannabis m'a permis de reprendre une vie sociale, m'éloigner de la douleur. J'ai une chance inouïe parce que j'ai un effet rémanent avec le cannabis thérapeutique et ça m'a permis effectivement d'avoir une qualité de vie bien meilleure. S'il est légalisé, entre 300 000 et 1 million de personnes en France pourraient en bénéficier. C'est déjà le cas de 21 pays sur les 28 de l'Union européenne. À la demande du ministère de la Santé, l'Agence du médicament a créé un comité d'experts pour étudier la question du cannabis thérapeutique. Car en l'absence de légalisation, certains malades sont contraints de se fournir sur le marché noir.
C'est un cannabis non contrôlé et qu'il coupe avec le tabac. Et c'est pas ça qu'il faut pour ces malades. Là, on est face à des psychotropes. Ces gens-là n'ont pas besoin de psychotropes, mais ils ont besoin d'un médicament qui est le cannabis, préparé à cet effet pour soulager les douleurs de ces personnes. Une phase d'expérimentation sera lancée avant la fin de l'année 2019. Une dernière étape avant une éventuelle légalisation du cannabis thérapeutique. Alors, faut-il autoriser le cannabis thérapeutique en France? Quelles sont ses vertus? Y a-t-il des risques d'addiction? On ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mado Gilanton. Bienvenue à vous. Vous êtes présidente de l'association APZSC. C'est l'association qui est dédiée aux patients atteints de la maladie de syringomyélie et de la malformation de Chiari. Et par ailleurs, vous êtes porte-parole d'une nouvelle association, Espoir Impatient. Vous allez nous en parler dans un instant. Jean-François Rapin est également sur ce plateau. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur LR du Pas-de-Calais et médecin généraliste, je le précise. Avec nous également Didier Geil. Vous êtes ancien président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Vous êtes professeur titulaire de la chaire d'addictologie au CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Bienvenue à vous. Première question pour vous, Mado Gilanton, puisqu'on vous a vu dans ce reportage, vous êtes consommatrice de cannabis thérapeutique. On parlait de ses vertus. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? Alors, je préfère dire de cannabis à visée thérapeutique. C'est-à-dire que j'utilise le cannabis, j'ai, comme je l'ai dit, la chance d'avoir un effet rémanent, donc je ne l'utilise pas tous les jours. Et moi, j'étais sous des produits très forts, puisque j'étais à 600 mg de gabapentine et 600 mg de tramadol, du Laroxyl et du Skénan. Sans effet sur la douleur. J'ai commencé le cannabis thérapeutique en étant très résistante aux pressions autour de moi, parce que effectivement, quand vous souffrez de douleurs neuropathiques, ce qui correspond un peu à sauter dans un champ d'ortie tous les jours, vous n'avez plus de vie sociale, vous vous enfermez sur vous-même, jusqu'à des extrémités pour certains patients, on le voit dans nos adhérents. Et effectivement, un jour, parce que c'était trop fort, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui m'avaient laissé un pétard. Je ne suis pas fumeuse et j'ai tiré effectivement sur le pétard. Un quart d'heure après, c'était simple. Je commençais à savoir à nouveau ce que c'était que respirer. Ça faisait 3 ans que je ne savais plus qui était. C'est ça la douleur neuropathique. On ne sait plus qui on est en fait. On ne sait plus comment on va pouvoir aller dans la vie. Et puis, moi, j'ai toujours été très anti-tabac, anti-alcool, anti-drogue. Et j'ai donc trouvé une autre formule que de la fumée. Je le fais en tisane et je fais très attention aux doses que je prends. Mais c'est pour ça qu'on voudrait une régulation. C'est tout l'enjeu, la question de la posologie. On va y venir. C'est ça le problème. Réagir, Jean-François Rapin. Quand vous entendez ce témoignage de Mado Gilanton qui dit finalement ça m'a permis justement de ne plus avoir recours à ces antidouleurs, j'avais l'impression de revivre, de me sentir mieux, ça doit amener une réflexion justement sur l'usage du cannabis à visée thérapeutique. Plus que le politique, ça interpelle le médecin. Parce qu'effectivement, on a immédiatement de l'empathie face à quelqu'un qui souffre. Et si le patient face auquel on est soulagé avec une thérapeutique, et quelle qu'elle soit, c'est déjà un élément important. En l'occurrence, avec le cannabis, comme vous le dites, à des doses qui sont contrôlées. Moi, je crois qu'on doit aller très loin dans cette vision de ce que pourrait être le cannabis thérapeutique et son utilisation en France. D'abord, en évaluant les doses minimales efficaces, parce que c'est important. On sait aussi que c'est essentiellement l'effet psychotrope qui permet d'enlever une partie de la douleur physique. Et en dernier lieu, évaluer autant le moins les effets secondaires que peuvent produire ces médicaments, puisqu'on pourrait parler de médicaments. Il est clair dans mon esprit qu'on ne peut pas se priver d'une évolution thérapeutique dès lors qu'elle a prouvé son efficacité. Il faudra bien cibler les indications aussi. La douleur, sous toutes ses formes,
peut-être un élément thérapeutique, mais aussi on sait que la recherche va plus loin. Je lisais récemment une petite étude israélienne sur des maladies chroniques intestinales, et donc il faudra vraiment bien cibler pour ne pas avoir un panel d'indications qui soit ouvert et qui ouvre finalement l'utilisation du cannabis demain, du cannabis thérapeutique. C'est la crainte notamment dans mon groupe de certains élus. Ouais. Didier Gell, on voit aujourd'hui certaines vertus qui peuvent apparaître dans le traitement de certaines maladies. Quel regard justement portez-vous sur ce qui pourrait être une avancée justement pour ces patients? Je crois que, enfin, en France, on a un problème avec le cannabis. Donc, c'est une porte ouverte vers la reconnaissance de certaines vertus liées au produit. C'est pas parce qu'un produit est stupéfiant qu'il ne peut pas avoir des intérêts en thérapeutique. On le sait très bien avec les opiacés, qui, comme vous le savez, sont quand même à la base des traitements de la douleur. La morphine est un opiacé, peut être utilisé comme drogue, mais c'est avant tout pour nous, médecins, un médicament que nous utilisons pour calmer la douleur. Et on l'utilise en France depuis peu d'ailleurs, parce que pendant longtemps, les médecins soignaient mal la douleur. Maintenant, on a fait d'énormes progrès et on soigne la douleur. Mais il y a, vous le savez, une énorme crise sanitaire aux États-Unis et qui commence un petit peu en Europe sur les opiacés. Les opiacés qui entraînent une très forte dépendance et qui peuvent entraîner des overdoses mortelles. Ce qui est vraiment c'est un problème majeur. Il y a 70 000 morts par an aux États-Unis et en France, les overdoses flambent également. Elles ne sont pas à ce niveau-là. On a peut-être avec certains dérivés du cannabis, pas seulement le THC mais le CBD, le cannabidiol, pas seulement les substances actives, des produits qui sont antalgiques. Alors il faut voir à quelle dose et comment, à quelle mesure ils sont antalgiques. Ils ne sont peut-être pas aussi antalgiques que les opiacés ou pas dans les mêmes indications. Ils peuvent être encore mieux. C'est le cas du témoignage de madame. Mais voilà, il faut faire de la recherche. Il faut faire de la recherche pour voir quel est l'intérêt de ces produits, de ces dérivés du cannabis. Et je pense que c'est vraiment un pas en avant que l'ANSM a fait des propositions, l'Agence du médicament a fait des propositions très intéressantes d'une expérimentation. On verra à l'issue de cette expérimentation dans quelle mesure on peut l'élargir, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. Justement, puisqu'on parlait de la réaction du gouvernement, Agnès Buzyn, elle ne ferme plus la porte à cette expérimentation. On va l'écouter et je vous ferai réagir après. Elle était au micro de Tam Train Nuit, c'était il y a un an déjà. Un certain nombre d'études ont été publiées dans la littérature sur différentes maladies où il semblerait que le cannabis puisse avoir une action efficace pour lutter soit contre des douleurs, soit contre des raideurs. Et donc l'idée est de ne pas fermer la porte. J'ai demandé à mes différents services et agences qui sont concernés par l'utilisation des produits à usage thérapeutique, donc pour le traitement des maladies, de me faire remonter des notes, des connaissances acquises et des questions que nous pourrions poser aujourd'hui aux scientifiques sur cet usage. L'idée n'est vraiment pas d'en faire un débat idéologique, mais simplement de ne pas fermer la porte potentiellement à un produit qui pourrait aider certains de nos concitoyens pour des maladies sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup aujourd'hui de propositions de médicaments à faire. Alors, premier pas de la ministre de la Santé, elle a été justement suivie par Édouard Philippe lui-même, le Premier ministre. Écoutez. On utilise dans la fabrication de médicaments des molécules qui sont les mêmes que celles qui constituent l'opium notamment. Donc évidemment, on doit pouvoir réfléchir à innover, à expérimenter, en le faisant de façon très encadrée. Il ne s'agit pas du tout de mettre en péril la santé publique, il s'agit au contraire d'utiliser ce que l'on sait pouvoir utiliser, ce que l'on veut pouvoir utiliser pour apporter un bénéfice thérapeutique aux patients. Il y a beaucoup de pays qui travaillent là-dessus, il y a beaucoup de pays qui le permettent. Il serait absurde de ne pas se poser la question et c'est dans cet esprit que nous voulons travailler avec les porteurs du projet. Alors que Joël Labbé nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous, sénateur écologiste du Morbihan. On évoquait justement ces vertus thérapeutiques du cannabis et on entendait le gouvernement plutôt ouvert à des expérimentations sur des patients qui seraient volontaires. Oui. Et ce que je voulais rajouter par rapport justement comparé aux opiacés, les dérivés du cannabis, notamment le cannabidiol, n'a pas de risque de dépendance et n'a pas de risque d'overdose. Ce qui est un avantage extraordinaire. Donc si ça peut être utilisé dans la pharmacopée des médecins pour lutter contre la douleur sans avoir justement ces risques de dépendance et d'overdose, c'est formidable. Maintenant,
il faut l'évaluer et il faut voir si vraiment ça répond. Il faut l'évaluer et l'encadrer, Joël Labbé. On voit justement ce débat qui s'ouvre petit à petit vers une expérimentation du cannabis thérapeutique. Il y a quand même des questions qui se posent. On ne maîtrise pas forcément très bien la posologie. Il faut aussi voir qu'il n'y ait pas un risque d'addiction pour les patients. Oui, tout ça se maîtrise et s'encadre, mais l'expérimentation est déjà faite par de nombreux pays voisins. Et donc je crois que ça va être assez facile à mettre en œuvre. Sur la question de la dépendance, c'est prouvé qu'il n'y a pas d'effet de dépendance. Et les effets thérapeutiques, et lorsque l'on met en balance risque et bienfait, il n'y a pas photo. Donc dans le cadre du soin, eh bien, c'est une plante médicinale par excellence. Et il est vraiment temps qu'on puisse l'intégrer pour l'usage thérapeutique. Plante médicinale, dit Joël Labbé, on a entendu quand même dans l'hémicycle, une vraie drogue, ce n'est pas une substance anodine, Jean-François Rapin. Non, mais je pense que le résumé du professeur est excellent, puisque c'est de dire, voilà, avec la recherche, on arrive à isoler une molécule qui n'a pas d'effet psychotrope et simplement un effet antidouleur et anti-inflammatoire. Et je pense que c'est ça, c'est tout l'honneur de la recherche, de pouvoir amener justement à une molécule qui soit au maximum purifiées et qui permettent de calmer des situations comme Madame en souffre. Moi, je pense que c'est là. Alors, je modère un peu le propos qui était porté par Joël Labbé, c'est de dire, voilà, il faut aller au bout de la recherche, et c'est pas l'utilisation du cannabis pur tel qu'il est connu aujourd'hui et très péjorativement reconnu qu'on doit imaginer ouvrir demain, et c'est tout l'objet de l'inquiétude de certains membres de mon groupe. Donc moi, je suis très favorable à une maîtrise recherchée, très encadrée, et si on trouve demain une molécule extraordinaire sur la douleur, eh ben, ce sera tout l'honneur de la recherche, je le disais. Mado Gilinton, vous n'avez jamais eu peur finalement de devenir addict, accro justement, après avoir utilisé du cannabis thérapeutique? Non, l'addiction, je sais ce que c'est, parce que j'ai eu beaucoup de mal à me séparer, à la fois de la gabapentine et du tramadol. Donc l'addiction, je sais ce que c'est. Et c'est vrai que c'était ma crainte, parce que moi, il y a 10 ans, j'avais tout à fait l'image du cannabis, drogue dure. Et quand je l'ai utilisé, je me suis aperçue que je n'en ai pas besoin quand j'ai pas mal. C'est ça. J'avais besoin du tramadol alors que je continuais à avoir mal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces molécules-là, j'avais une résistance dans les douleurs neuropathiques. Il faut traiter 7 patients avec tous les traitements avant d'en avoir un qui réponde partiellement au traitement. Et malgré le fait que je continuais à avoir mal, j'avais besoin des opiacés. J'ai eu beaucoup de mal à les arrêter, et je les ai arrêtés grâce au cannabis. Mais pas en le prenant journellement. J'ai cette chance d'avoir cet effet rémanent qui est aussi dans d'autres indications comme les algies de la face, par exemple. Et non, je dirais que si, typiquement, je ne veux jamais me mettre en insécurité, donc si je viens ici, si je prends la voiture, je ne prends pas de cannabis la veille, parce que je ne veux pas être prise avec du cannabis dans le sang. Je roulais avec 60 mg, avec 600 mg de gabapentine dans les veines, ça ne posait pas de problème à personne sur la voie publique, mais c'est ça tout l'enjeu. Donc la dépendance, mais je comprends tout à fait qu'il y ait des questions là-dessus, et c'est la recherche. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'association de patients et en collectif de patients, on demande qu'il y ait des financements pour une recherche. En France, on sait faire la recherche. On a des équipes qui sont vraiment reconnues internationalement sur toute la recherche, en pharmaco, en psycho, en neuro. Donc on sait faire. Ça sera délivré comme un stupéfiant par les pharmaciens. Il n'y a pas de risque finalement aussi que les consommateurs qui en ont un usage récréatif puissent peut-être s'approvisionner de façon... Écoutez, ça, on verra les conditions précises, mais a priori non. Il y aura des indications, il y a des indications thérapeutiques qui sont très précises. Les pharmaciens délivreront les produits. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme. Il faut attendre le 26 juin pour savoir tous les détails. Mais non, je crois que ça c'est pas un problème. Puis on a un système de santé qui est tout à fait habitué à gérer, ne serait-ce que les opiacés. Si vous voulez, parce que vous pouvez avoir de la morphine en pharmacie, c'est autrement plus dangereux d'ailleurs pour les pharmaciens qui pourraient voilà. Mais pour revenir aux dérivés du cannabis. Vous savez, le cannabis a mauvaise réputation, particulièrement pour les problèmes qui sont liés avec la schizophrénie. Donc, les médecins en sont frileux aussi parce qu'ils ont peur, en disant, parce que peut-être le cannabis, ça peut déclencher des schizophrénies, ou ça peut aggraver des schizophrénies, etc. Il faut savoir que dans
le cannabis, il y a beaucoup de substances, beaucoup d'alcaloïdes, comme donc le tétrahydrocannabinol, qui a certainement un effet qui aggrave les pathologies mentales comme la schizophrénie. Mais il y a aussi le cannabidiol, dont j'ai un peu parlé, qui est un antipsychotique. Et d'ailleurs, vous savez, les personnes schizophrènes consomment plus de cannabis, et peut-être aussi c'est pour avoir du cannabidiol. Et pas seulement du THC. Alors le cannabidiol, ça ne donne pas d'effet hédonique, ça ne donne pas d'hallucination, mais c'est un effet antipsychotique, un effet anxiolytique, ça détend, et c'est un médicament, enfin moi je trouve absolument, qui me paraît fantastique. Il y a des essais en clinique qui sont extrêmement encourageants. Il n'y a aucun essai clinique en France. Ils sont aussi mieux formés, les médecins, les psychiatres. Ils ne sont pas habitués à cette nouvelle forme de soins. Alors, une génération antérieure n'était pas formée justement à ces soins, et on ne savait pas traiter la douleur en France jusqu'à il y a 15-20 ans, et progressivement c'est arrivé, et on arrive à manipuler aujourd'hui beaucoup plus facilement toutes ces thérapeutiques. Prescrire de la morphine il y a 20 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est du commun, du journalier. Et en plus, on sécurise très bien le dispositif. Il y a un dispositif d'ordonnance sécurisée. Je veux dire, je pense que la filière de distribution sera forcément bien adaptée. Néanmoins, et je rejoins la crainte qu'on peut tous avoir, parce qu'on a tous des expériences connues, familiales ou même dans la patientèle, où le cannabis a fait des drames, notamment chez les adolescents, quand ils l'ont pris en pleine formation, en pleine croissance cérébrale, avec des bouffées délirantes aiguës répétées et à terme une schizophrénie. Donc je pense qu'il faut être très très attentif avec ça. C'est pour ça que je disais, moi je suis très favorable, mais un dispositif encadré, sécurisé, et avec une expérimentation du médicament, certes, dont on comprend qu'il faut l'accélérer, mais avec un suivi qui doit quand même être très contraint, et en tout cas par les experts ad hoc. Joël Labbé. Moi, j'aurais une nuance, faire attention que ça ne devienne pas le monopole de l'industrie pharmaceutique. Vous parlez de molécules. Donc, vous avez dit, docteur, qu'il y a une multitude de molécules. Alors là, plusieurs dizaines de molécules qui font le cannabis, ce qu'on appelle le totem de la plante. J'ai appris ça avec les plantes médicinales et je trouve ça absolument fabuleux. Les synergies entre les molécules et qui font que la plante elle-même, globalement, ce qu'on a tendance maintenant, on a voulu tout segmenter au niveau des molécules. La notion de totem de la plante a son importance, et encadrer des productions et des productions de haute qualité. C'est un risque, on l'a vu sur l'aspect économique, parce que la France, il y a un gisement économique hyper intéressant, parce qu'on est une terre productrice de chanvre. Il y aurait risque à ce que ce soit, une fois encore, pour ce domaine-là, prise en main par le monopole de l'industrie pharmaceutique. Voilà ce que je voulais quand même dire. Parce que le cannabis thérapeutique, on explique peut-être sous quelle forme ça se présente, peut-être, Mado Gilanton. C'est pas forcément un joint, c'est pas forcément... D'ailleurs, c'est déconseillé à la combustion, parce que ça peut aussi justement renforcer les cancers des poumons. Moi, quand j'ai été dessinée par le CSST, je représentais à ce moment-là l'Alliance Maladies Rares, c'est le comité d'experts de l'Agence du médicament. Nous avons vraiment préconisé à ce qu'il n'y ait pas la forme fumée. Parce qu'il y a quand même une politique de santé contre le tabac, et donc cette forme, en plus, elle est plus, la combustion est plus dangereuse en fait pour la santé. Mais il y a beaucoup de façons autres de le prendre. Ça, on l'apprend parce que quand on lit un petit peu tous les écrits des étrangers et des techniques, il y a effectivement les huiles. Il y a des gélules aussi, qui sont en fait de l'huile encapsulée. Il y a les sprays, les suppositoires, les crèmes. Et puis il y a aussi le système de vapotage en fait, à partir de la plante. Mais il y a une expérimentation de vapotage de cannabis, de cannabidiol, pour arrêter de fumer. Et c'est en cours, sous l'égide de l'NSM. Pardon, Mado Gilanton. Oui, donc effectivement, il y a diverses formes de la plante. Après, il va être à évaluer. Alors, il y a des études qui sont faites déjà au Canada, en Israël, qui sont très en avance, et puis aux États-Unis, qui
pense qui ont été, la bibliographie a été vraiment très importante au niveau du comité et qui vont montrer qu'il y a effectivement, par exemple dans les douleurs neuropathiques, des rapports THC-CBD et des pourcentages qui sont certainement ceux-là qui seront peut-être à étudier en premier. Rien n'empêche effectivement, et nous en tant qu'association apaisée, on demande cela depuis des années, mais sans jamais trouver de promoteur, que l'on fasse en fait des études de dose. Pourquoi plus de THC, pourquoi plus de CBD et tout ça. Maintenant, moi ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que le médecin est responsable de sa prescription. Le pharmacien est responsable de sa dispensation. Donc effectivement, comme aujourd'hui, un médecin ne va pas aller donner des benzodiazépines à un jeune de 14 ans, il n'y a pas de raison qu'il donne ensuite du cannabis à un jeune de 14 ans. Il est derrière son comptoir, il voit quand même à qui il le délivre. Donc effectivement, en France, on a cette chance d'être bien encadré. On n'a pas la crise des opioïdes qu'on a aux États-Unis non plus, même si ça devient alarmant en France. Nous, on le voit bien avec les patients qui en prennent. Il y a quand même aussi une question plus politique qui se pose, et là je m'adresse aux parlementaires. On voit bien, et ce qui a été dit dans l'hémicycle, peut-être que si on commence à légaliser le cannabis thérapeutique, ça ouvre aussi la voie à une légalisation du cannabis. Joël Labbé, que répondez-vous? Alors, d'abord, aujourd'hui, ce n'était pas le sujet. Nous, on s'est dit, le sujet, c'est le cannabis thérapeutique. Alors, effectivement, on l'entend tout de suite, la question d'un tabou qui se lève. En fait, ce que l'on sait, on est l'un des pays qui a la politique la plus répressive qui soit. Et on a la consommation la plus forte qui soit. Et alors les filières d'approvisionnement, on ne les connaît pas bien. On sait qu'il y a des produits dangereux et frelatés qui circulent. Et donc c'est un vrai sujet. Mais moi, je souhaite me limiter à la question du cannabis thérapeutique. Pour moi, il faudra véritablement que l'on avance vers là et rapidement. Alors après, il y a ce que je pense. Mais après, c'est le sujet d'un autre débat, c'est pas le débat d'aujourd'hui à mon sens. Rapidement, Jean-François Rapin, sur ce point. Ça a été dit dans l'hémicycle, effectivement. C'est clair, la vente libre ou à visée récréative, c'est hors de question. Enfin, j'ai vu trop de dégâts en la matière. Et je pense qu'on arriverait à un système complètement incontrôlé, incontrôlable. C'est peut-être le fait aujourd'hui, et c'est fait de dire qu'on consomme beaucoup, mais regardez au Canada, qui est un pays d'expérience sur le sujet, puisqu'il avait mis en place à visée thérapeutique dans un premier temps, et il vient d'ouvrir depuis octobre 2018 la vente libre. Une première étude a été faite et la consommation a doublé. Le cannabis au Canada. Eh bien, merci Jean-François Rapin, merci à vous Mano Gilanton, merci Didier Jette d'être venu sur ce plateau et merci Joël Labbé. Et justement, il y a dès lundi en séance le projet de loi santé qui sera examiné. Ce sera à partir de 15h, une séance qui sera à suivre dès 15h sur notre antenne. Toute la rédaction se mobilise pour vous faire vivre l'examen de ce texte. Alors que faut-il retenir de la version modifiée en commission par les sénateurs? On voit tout cela avec Jonathan Dupriez. En commission, les sénateurs ont peu modifié le projet de loi. 132 amendements ont été adoptés, surtout concernant le numérique et les territoires. Mais pour Alain Milon, rapporteur LR de la loi, la réforme de la santé n'est pas assez structurante. Il faut reconnaître le pragmatisme d'un texte cherchant à consolider l'existant, mais sans un mot sur la gouvernance du système de santé ou son financement. Cela ne suffira pas à résoudre la crise d'un modèle à bout de souffle. Certaines mesures ne font pas débat au Palais du Luxembourg, comme la fin du numerus clausus pour les étudiants ou encore la délégation de certains actes aux pharmaciens. En revanche, la question de la répartition territoriale des médecins voit s'affronter deux visions. D'un côté, la Commission des affaires sociales, elle plaide pour davantage d'incitation pour les médecins dans les territoires. De l'autre, la Commission de l'aménagement du territoire réclame davantage de régulation pour mieux répartir les médecins en zones sous-dotées. Les amendements que j'ai présentés, qui ont été tous rejetés. Je crois qu'il y en a 2 qui sont restés vivants à l'issue de la commission des affaires sociales. Nous sommes sur un texte où il n'y a pas de proposition répondant à l'attente des territoires, répondant à l'attente de nos concitoyens sur le problème de manque de médecins sur le territoire national. Autre enjeu pour les sénateurs, enrichir le volet numérique du texte, notamment pour accélérer la généralisation du dossier médical partagé. J'appelle à une vigilance. Il ne faut pas qu'on aille vers un système de santé à 2 vitesses où les uns consulteraient un médecin en face à face et les autres consulteraient un professionnel de santé derrière un écran. Le projet de loi de santé sera examiné du 3 au 6 juin en séance publique.
Et justement, les sénateurs communistes qui s'opposent à ce texte ont présenté un contre-projet sous forme de proposition de loi. On écoute tout de suite justement les explications de la rapporteure. Je vois par exemple les urgences, notamment de l'hôpital de Lens. On en arrive à mettre sur les murs des clous pour pouvoir tenir les perfusions. On a des médecins qui partent en cascade à tel point que l'on pourrait aujourd'hui ne pas pouvoir avoir d'urgence pendant ces mois d'été de juillet-août. Ces personnels ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés, donc nous avons des propositions pour permettre qu'ils puissent être dans des instances qui soient aussi des instances décisionnelles. Et nous avons également tout un chapitre sur la psychiatrie qui est le parent pauvre de la politique de santé aujourd'hui. La suppression annoncée de plus de 1000 emplois par General Electric à Belfort n'en finit pas de faire des vagues. Le gouvernement était-il au courant? Les turbines à gaz ont-elles encore un avenir? Les questions sont nombreuses et c'est un nouveau coup dur sur le front de l'emploi qui vient s'ajouter à de récentes déconvenues industrielles. Jérôme Rabier. C'est une annonce sur laquelle le gouvernement doit s'expliquer. General Electric va supprimer 1050 emplois en France, en grande majorité à Belfort, où sont fabriquées les turbines à gaz du groupe américain, qui avait racheté en 2015 une partie de l'activité du constructeur français Alstom. Accusé par Marine Le Pen notamment d'avoir dissimulé ce plan social jusqu'aux européennes, le gouvernement se défend d'avoir fait reporter l'annonce. Je vous confirme effectivement que le gouvernement n'a pas été informé par l'entreprise des annonces qui ont été faites de manière récente concernant sa restructuration. Mais les oppositions comme les salariés dénoncent un abandon de l'État. General Electric n'a jamais tenu ses promesses de créer 1000 emplois après le rachat de la branche énergie d'Alstom et a même dû verser 50 millions d'euros de pénalités au début de l'année en contrepartie. Cette somme sera utilisée pour accompagner les salariés et le territoire de Belfort pour maintenir une activité industrielle localement. Car du côté du gouvernement, on préfère insister sur la dynamique nationale qui a vu l'industrie créer près de 10 000 emplois en 2018. Il ne faut pas que cet exemple soit l'arbre qui cache la forêt d'un renouveau industriel en France, parce que pour la première fois, Cyril Viguier, nous avons recréé des emplois industriels en France l'année dernière. Et pour la première fois, vous avez vu, nous remontons sur le podium de l'attractivité et donc des investissements internationaux qui viennent en France. Mais ces derniers temps, les dossiers problématiques s'accumulent. La reprise chaotique de l'acierie d'Ascoval, la liquidation judiciaire attendue du repreneur de Whirlpool Amiens, la fermeture annoncée de Fort Blanquefort en Gironde et des papeteries Arjo Wings dans la Sarthe donnent le sentiment que le gouvernement ne peut rien face à des décisions souvent prises par des groupes à capitaux étrangers. Emmanuel Macron a beau affirmer qu'il veillera à la tenue des engagements, salariés et collectivités locales concernées ne semblent plus croire aux promesses présidentielles. Et Cédric Perrin, sénateur LR du territoire de Belfort, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Cédric Perrin, on voit le gouvernement et Emmanuel Macron sous le feu des critiques depuis l'officialisation par GE de l'annonce de cette suppression de plus de 1000 emplois. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, l'a redit, le gouvernement n'était pas informé. Est-ce que vous lui faites confiance justement pour dire la vérité ? Écoutez, moi je voudrais dire, et je l'ai dit sur tous les plateaux de télé sur lesquels je suis allé, que je ne suis pas dans la polémique. Que les choses soient claires, pour moi, je ne suis pas à chercher des responsables, peu importe. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est une union sacrée derrière General Electric, derrière les salariés, pour réindustrialiser, diversifier le tissu industriel du territoire de Belfort. Après, que les choses, qu'on dise qu'il ne peut être informé, bon, je pense que c'est un peu gros quand même. Donc voilà, on a eu quelques éléments, j'en ai parlé lors de ma question au gouvernement du 4 avril. On m'avait pris un peu à l'époque pour un hurluberlu, en tout cas quelqu'un qui voulait polémiquer, ce n'était pas le cas. Donc voilà, je laisse à chacun la liberté de ses propos et surtout à chacun la liberté de juger de ce qu'il en est. Moi, je suis vraiment aujourd'hui avec l'ensemble des élus. Certains vont plus loin, parlent d'un mensonge d'État. Ils mettent en cause directement Emmanuel Macron et notamment par le rôle qu'il a pu jouer quand il était au ministère de l'économie ou encore un de ses proches, justement, son conseiller industrie qui est à la manœuvre dans le plan social. Qui est le nouveau directeur de General Electric depuis le 17 mai ou le 12 mai. Comme ça. Oui, écoutez, je veux pas. Voilà, moi, je préfère utiliser mon temps de parole pour être constructif et proposer des choses et expliquer un petit peu quelles sont les difficultés, quelles sont les solutions potentiellement. Alors justement, Cédric Perrin, c'est beaucoup plus utile. Que va-t-il se passer pour les salariés? Est-ce qu'ils pourraient être embauchés par Alstom Transport, notamment pour construire les motrices du futur TGV? Ce qu'il faut bien comprendre dans ce département, c'est qu'on a un département de 145 000 habitants, que là,
on va quand même rayer d'un trait de plume 990 emplois, que ça représente à peu près 11% de la population active dans l'industrie, dans le département, et que si on inclut les emplois induits, notamment la sous-traitance, on va arriver à, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre exact, mais on va être à 20-25% de la population, c'est monstrueux. Et donc il faut qu'on trouve des solutions. Et évidemment, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Évidemment, le fait d'avoir, rappelez-vous, il y a quelques temps, on s'était battu pour sauvegarder Alstom Transport à Belfort, et on a bien fait, puisque les décisions qui avaient été prises à l'époque sous la pression des élus, des salariés et des syndicats ont permis en tout cas de faire le joint et de pouvoir arriver aujourd'hui au TGE du futur, et je l'espère effectivement, de pouvoir réembaucher un certain nombre de personnes, mais évidemment on ne sera pas aux 980 personnes. Donc il faut trouver beaucoup de choses qui permettront en tout cas de permettre à ces gens de retravailler. Est-ce que vous avez la garantie aujourd'hui que justement chacun des salariés va vraiment bénéficier d'un réel accompagnement ? Mais l'accompagnement, il est obligatoire et nous veillerons à ce qu'il soit mis en œuvre. Évidemment, après, je ne suis pas devin et on sait bien quel est le volume d'emploi possible. Donc, il va y avoir des grosses difficultés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans une difficulté majeure et je reçois, vous savez, beaucoup de coups de téléphone de gens que je connais. Parce que forcément, sur 1000 employés, 1900 employés dans une entreprise, dans un département comme le nôtre, on connaît tous. On a tous des amis ou de la famille qui y travaillent. Donc, les gens sont très inquiets. Et vraiment, je partage leur inquiétude et il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on ressent, mais c'était un mardi très noir pour nous. Et aujourd'hui, les élus locaux doivent se mobiliser. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une union sacrée autour de General Electric et qu'on arrête les basses polémiques. C'est pas le sujet. Les choses sont faites. C'est ainsi. Vous savez, on a été victime de beaucoup de choses. En 2014, évidemment, on a été un certain nombre à soutenir le fait que General Electric rachète Alstom. Mais à l'époque, c'était ou Alstom ou Siemens. C'était ou GE ou Siemens. Aujourd'hui, Siemens s'est séparé de toute sa branche énergétique. Qu'est-ce qui serait advenu de General Electric à Belfort? Personne ne peut le savoir. Et puis, il y a eu l'arrivée de Trump aux États-Unis. Et il y a eu l'American Act avec le rapatriement d'un certain nombre de productions. Donc, moi, je ne veux pas juger. Je crois que le contexte international est compliqué, il a beaucoup changé. En revanche, ce sur quoi j'insiste, c'est sur la nécessité absolue aujourd'hui dans ce pays de mettre en place une stratégie industrielle à long terme. On ne peut plus aujourd'hui travailler sur du court-termisme, et ce que je n'accepte pas non plus, c'est clair, c'est d'entendre des gens, et le ministre de l'Industrie d'ailleurs, l'économie l'a dit, vous voyez le lapsus, la ministre de l'Industrie, il n'y en a pas en fait, le ministre de l'Économie l'a dit, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'avenir pour le... Justement, je voudrais avoir votre sentiment, puisque c'est comme ça que General Electric finalement justifie les suppressions de postes, l'avenir des turbines à gaz, c'est un marché sans perspective de rebond. Bercy partage cette analyse et les syndicats la contestent. C'est totalement faux. C'est totalement faux et je vais vous l'expliquer, vous le démontrer très rapidement. Déjà, on met en avant le fait qu'on aurait eu à un moment donné fabriqué 100 turbines par an et qu'aujourd'hui on sera à 29, c'est faux. On parle en mégawatts et donc on n'est pas sur des nombres, ces nombres-là. Mais ce qui est important dans ce pays et ce sur quoi je veux revenir, c'est cette volonté, cette nécessité d'avoir une stratégie industrielle à long terme. On veut travailler aussi aujourd'hui sur des énergies renouvelables. Très bien, et je suis le premier à dire qu'il faut le faire. On ne veut plus de nucléaire. Je suis très partagé sur la question. Mais on ne veut plus de nucléaire, mais on veut faire de l'éolien, on veut faire du photovoltaïque, on veut un mix énergétique. Mais je rappelle quand même à ceux qui veulent qu'il y ait un mix énergétique que par moment, il n'y a plus de soleil, que par moment, il n'y a plus de vent. Et que donc, pour pouvoir fournir une énergie constante au consommateur final, eh bien, il faut avoir des dispositifs qui permettent de le faire. Or, aujourd'hui, le seul dispositif réactif qui permet de le faire, c'est le gaz. Évidemment, il y a aussi le charbon. Et l'erreur des Allemands, notamment, ça a été de vouloir arrêter le nucléaire, de faire de l'éolien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils avaient une énergie inconstante, ils ont dû réouvrir leur centrale à charbon. Et c'est sans doute un des pays en Europe qui pollue le plus aujourd'hui. Donc il y a un avenir pour le gaz. Et ça, il faut arrêter de raconter que ce n'est pas le cas. Ça peut être un complément justement pour les énergies renouvelables, ces turbines à gaz. Mais c'est absolument un complément fondamental. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un creux chez nous, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays du monde, et donc des commandes qui sont en baisse. Mais il faut aussi bien prendre en compte que quand je parle de stratégie industrielle à long terme, ça veut dire aussi, à un moment donné, avoir conscience que dans quelques années, la demande, elle va revenir. Et donc, qu'est-ce qui se passera en ce moment-là? On voudrait arrêter le nucléaire, on a vendu la partie énergie aux Américains, et on nous restera quoi à nous, Français, pour sauvegarder notre indépendance énergétique? Donc moi, j'insiste vraiment lourdement, permettez-moi de le faire, mais sur le fait qu'il est impératif de trouver aujourd'hui des outils qui nous permettent de préserver le tissu industriel pour que au moment où ça arrivera, nous puissions répondre à la demande et pouvoir à nouveau produire ce que les consommateurs attendront de nous. Le fait d'avoir une entreprise qui compte aujourd'hui 1900 salariés,
qui va supprimer 1000 postes. Ça veut dire plus d'1 salarié sur 2. Ça fait qu'on va arriver avec une entreprise General Electric version turbine à gaz qui n'aura plus la taille critique pour répondre à un certain nombre de marchés. Et donc, n'ayant plus la taille critique pour répondre à un certain nombre de marchés, le risque qu'il y a, c'est que les productions, elles partent aux États-Unis et qu'à terme, d'ici 2-3 ans, on ferme complètement le site. Donc on est très inquiet. Donc, ça, c'est un risque, cette fermeture définitive, c'est une épée de Damoclès. Toujours un risque, évidemment. Et ce que je vous explique, c'est que le risque, il est de plus en plus grand. Plus on va diminuer le nombre de salariés, plus on sera en difficulté pour répondre à de nouveaux marchés, et plus, évidemment, le risque de fermeture sera grand, puisqu'on va délocaliser les productions. Donc nous, ce que nous demandons, les élus locaux dans leur totalité, c'est que nous trouvions avec le gouvernement des solutions de diversification du tissu industriel. Ouais. Est-ce que le gouvernement a encore la main, puisqu'on le disait, ça vient s'ajouter à d'autres déconvenues industrielles récentes. On parle d'Ascoval, Whirlpool, il y a d'autres usines, je pense aussi à Ford, par exemple à Blanquefort en Gironde. Oui, évidemment, et je ne minimise pas malheureusement toutes ces fermetures, mais je vais rappeler quand même que sur le sujet qui nous concerne, c'est l'énergie et c'est notre indépendance énergétique. Et que donc, c'est un sujet majeur. Et en termes de politique industrielle, nous devons travailler sur ces questions. Il y a aujourd'hui, dans la main de l'État, la problématique du grand carénage des centrales nucléaires pour leur permettre d'aller plus loin. Il y a la problématique majeure de mon point de vue, et dont on ne parle pas suffisamment, mais j'espère que justement ces événements vont nous permettre de mettre ça au jour, c'est l'hydrogène. Aujourd'hui, on nous explique partout qu'on veut rouler tous en tout électrique dans quelques années. Ok, très bien. Donc on arrête le nucléaire, on vend notre capacité à produire des turbines à gaz, et puis on veut rouler en tout électrique. Il n'y a pas juste quelque chose qui vous travaille quelque part. Et donc, on a une nécessité de travailler sur l'hydrogène. Aujourd'hui, personne ne le sait vraiment, mais il y a un pôle de compétitivité véhicules du futur sur la pile à combustible et un centre de recherche fondamentale sur l'hydrogène qui est à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard et qui est un des pôles majeurs en France, sans doute peut-être le plus important dans la recherche sur l'hydrogène. Donc, il y a des questions qui peuvent être traitées chez nous et nous demandons à ce que sur ces sujets, l'État agisse sur l'énergie, sur l'hydrogène, sur le grand carénage des centrales et sur l'aéronautique, puisque rappelez-vous, l'aéronautique, c'est un des sujets qui est évoqué, que nous avons d'ailleurs évoqué ici au Sénat avec le PDG Philippe Petit-Colin de Safran il y a quelque temps, puisque j'avais organisé une réunion avec le maire de Belfort, Damien Meslot, le président du conseil départemental et le député, et il y a eu des choses qui ont bien avancé. Mais il faut qu'aujourd'hui, l'État pousse GE à prendre des décisions majeures dans la matière. Merci. Merci beaucoup à Cédric Perrin d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Après plusieurs mois de travaux, auditions et déplacements, la mission d'information du Sénat sur les infractions sexuelles sur mineurs présente 38 propositions pour améliorer la protection des enfants. Cette mission avait vu le jour après la succession de scandales de pédocriminalité dans l'Église catholique. Vous avez choisi d'étendre ces travaux à toutes les structures travaillant au contact des enfants. Adrien Develay. Contrôler et prévenir. L'objectif des commissions de la culture et des affaires sociales, faire prendre conscience d'un phénomène encore tabou et peu référencé. Je pense qu'il y avait peu de sensibilité à ces questions, à ces violences sexuelles faites aux enfants et une méconnaissance du sujet. C'est vraiment un fléau qu'il faut connaître, reconnaître, combattre et prévenir évidemment. Un rapport de 257 pages dans lequel les sénateurs relèvent deux principaux leviers d'action. Le premier recommande un meilleur contrôle en amont des personnels en relation avec les mineurs. On a vu qu'il existait des trous dans la raquette par des croisements de fichiers qui ne se font pas d'un département à l'autre. Les bénévoles, par exemple, ne sont pas pris en compte. Parfois, l'entourage des familles qui accueillent n'est pas totalement pris en compte. On a vu aussi qu'il fallait insister aussi sur la consultation habituelle d'images pédopornographiques. Ces contrôles pourraient concerner les écoles et les foyers de protection de l'enfance, mais aussi les colonies de vacances et les camps scouts, les clubs de sport, les associations culturelles et les conservatoires de musique, par exemple. Le second levier d'action que soulève la mission d'information concerne la formation à la prévention. Pour les sénateurs, trop peu d'actions sont menées auprès des professionnels pour les sensibiliser aux violences sexuelles sur les mineurs. Il faut vraiment qu'il y ait autour de l'enfant tout ce maillage qui fait que les professionnels soient vigilants. La mission d'information à peine terminée, les sénateurs pensent déjà en ouvrir une deuxième. Celle-ci porterait cette fois plus spécifiquement sur les obligations de signalement des personnes soumises au secret professionnel. Alors avant d'ouvrir le débat avec mes invités, une réaction avec vous, Tam Tranu, avec le sénateur François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône. François-Noël Buffet, le rapport de la mission d'information appelle à une réponse pénale plus efficace. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la loi Schiappa ne suffit pas ? Vous savez, ce rapport, il ne comporte pas que sur cette mesure.
La loi Schiappa, pour l'instant, existe. Il va falloir l'évaluer. C'est ce que préconise le rapport. Absolument. Et il faudra sans doute renforcer un certain nombre de sanctions. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il a une vision générale de la situation et donc peut donner des recommandations qui sont extrêmement pertinentes. Il y en a 38, effectivement, recommandations, parmi lesquelles il y a favoriser la libération de la parole. Par exemple, vous voulez étudier la possibilité de rendre obligatoire le signalement pour les professionnels de santé. On sait que là-dessus, il y a un véritable débat, un débat juridique autour du secret médical aussi. Nous avons modifié, à l'occasion de la présentation du rapport, ce point, en disant qu'il fallait le mettre de côté, car on ne pouvait pas toucher au secret médical dans ces conditions-là. D'abord, il existe des possibilités pour les médecins de signaler des éléments dont ils ont fait le constat, mais qu'il n'est pas question d'en modifier la règle aujourd'hui à la faveur de ce rapport. Ça nécessitera un autre travail beaucoup plus approfondi, première chose. Deuxième chose qui est important, c'est effectivement de libérer la parole le plus tôt possible. C'est donc de créer les conditions à la fois d'éducation des enfants ou de sensibilisation des enfants à cette problématique. C'est évidemment de donner aux services de police, services judiciaires, les compétences suffisantes élargies sur l'ensemble du territoire. Il faut favoriser cette écoute aussi de cette parole. Absolument, c'est essentiel. Et puis il y a une mesure qui est importante, qui est pour moi la première, qui est celle de la mise en place de cet observatoire qui doit pouvoir évaluer précisément, statistiquement parlant, la situation telle qu'elle est dans tous les secteurs. Que vous manquiez de beaucoup de données au niveau national sur ce sujet. C'est sans doute un des constats les plus importants. C'est pas le plus important, mais on n'a pas d'état des lieux. On n'a pas d'état des lieux sur l'ensemble du territoire national, évidemment, et ultramarin. On n'a pas d'éléments statistiques, on n'a pas de chiffres, on n'a rien. On a besoin de cela, et ça, c'est urgent aussi. François-Noël Buffet, est-ce que vous regrettez de ne pas vous être plus focalisé sur la pédophilie, la question de la pédophilie dans l'Église? On sait bien sûr qu'il y avait eu tout le débat autour de la création de cette mission d'information, mais je pense par exemple à cette parole de l'archevêque de Reims qui dit que la pédophilie est un problème systémique dans l'Église. Est-ce que ça ne mériterait pas un travail aussi précis là-dessus? Mais nous avons fait ce travail. Nous avons fait ce travail auprès de l'Église catholique, nous avons entendu tout le monde, nous avons des recommandations évidemment. Il convient maintenant à elle de se réformer, mais il convient de dire aussi que le droit commun, le droit pénal français, le droit civil français s'applique, et le droit pénal naturellement s'applique à l'Église, indépendamment des règles qui lui sont internes. C'est un droit qui s'applique à tout le monde, et le tribunal d'ailleurs, certains tribunaux l'ont reconnu, et il y a eu une communication récente en indiquant qu'il y a eu des modifications dans le cadre du droit canon, de manière effectivement à ce que les responsabilités puissent être engagées. Un mot sur les angles morts constatés tout au long de ce rapport. Il y en a dans les associations, les structures sportives, les conservatoires. On le voit, le problème est quand même très large. Le problème est très large. C'est pour ça qu'il ne se limite pas à l'Église et qu'on voulait aller bien plus loin. Le monde sportif, le monde des mouvements de jeunesse, tous les secteurs sont touchés. Malheureusement, le travail qui est fait est insuffisant. Il n'y a pas assez de moyens, pas assez de sensibilisation. Il existe des choses, mais il faut aller plus loin. Ça devient, je le crois vraiment, une cause nationale qu'il faut porter et qu'il faut, j'allais dire, développer en termes d'information, évidemment, de poursuite dans le cas des infractions commises. Bien, merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Alors, quelles sont les pistes du Sénat pour améliorer la protection des enfants victimes d'abus sexuels? On va tout de suite en parler avec mes invités sur le plateau. Marie Mercier, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur LR de la Saône-et-Loire et co-rapporteur de cette mission d'information sur les infractions sexuelles commises sur mineurs. Face à vous, Dominique Vérien, bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de Lyon et vous êtes l'autre co-rapporteur de ce rapport qui dévoile 38 propositions. On va en parler dans un instant. Martine Brousse est également avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Voix de l'Enfant. C'est une association qui représente justement 82 associations qui ont pour but d'écouter et de défendre les enfants. Et puis Samuel Lieven, bienvenue à vous. Vous êtes directeur de la rédaction de Pèlerin Magazine. On va retourner salle des conférences. Vous le savez, c'est le principe de cette émission puisque Adrien Taquet, secrétaire d'État justement en charge de la protection de l'enfance, est tout juste sorti de l'hémicycle. Il va réagir avec vous, Tam Tranui, à ce rapport sénatorial. Effectivement, Adrien Taquet, d'abord votre réaction à ce rapport de la mission d'information sénatoriale. Un rapport qui réclame d'abord la mise en place d'un observatoire des infractions sexuelles sur mineurs. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors écoutez, c'est vrai qu'en termes de protection de l'enfance, on a souvent le sentiment qu'on manque de données. Et ce n'est pas totalement faux. Pour autant, permettez-moi de rappeler quand même qu'existe l'Observatoire national de la protection de l'enfance qui procède à un certain nombre d'études, de récoltes d'informations. De la même façon,
l'adresse au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Bref, déjà un certain nombre de dispositifs. Non, mais j'entends bien. D'ailleurs, j'ai rencontré les sénatrices à l'occasion de leur mission et de ce rapport. Il y a de toute façon globalement un enjeu sur la donnée, sur une bonne connaissance de la situation. C'est vrai que quand on veut mener des politiques publiques, quand on veut réformer, il faut avoir un état des lieux précis de la situation. C'est une des réflexions que nous avons, comme un certain nombre d'autres choses qui sont contenues dans ce rapport, mais dont nous allons parler maintenant, je pense. Oui, il y a de nombreux angles morts qui ont aussi été constatés, outre le phénomène connu dans l'Église. Il y a d'ailleurs eu des auditions assez fortes sur le sujet. Les sénateurs ont vu qu'il y avait aussi beaucoup de tabous qui restent dans les associations, le monde sportif, même les conservatoires, par exemple. Votre réaction là-dessus ? Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a des angles morts ou des trous dans la raquette. Vous savez, il y avait un plan de lutte contre les violences intrafamiliales 2017-2019 que nous sommes en train d'évaluer, d'expertiser. Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre. Ce plan, moi, je veux à la fois le renforcer et je veux l'élargir. C'est-à-dire que je veux l'élargir au-delà des seules violences dans le cercle familial. Ça concerne tout de même 80% des violences faites aux enfants. Mais moi, je veux qu'on lutte contre tout type de violence, psychique, physique, sexuelle, en tout lieu et à tout moment. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle le tiers-temps, c'est-à-dire nos enfants passent beaucoup de temps à avoir des loisirs, ils vont au conservatoire, ils vont au club de foot. Je pense que là, effectivement, il y a quelque chose à investiguer, et que d'un point de vue notamment judiciaire, sur l'accès par exemple aux fichiers des agresseurs sexuels, il y a probablement des choses à expertiser et à investiguer. Pour mieux généraliser l'accès à ce fichier. Écoutez, pour l'instant, je sais que c'est quelque chose qu'il faut regarder, que c'est une piste, il faut l'expertiser. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous allons annoncer un plan probablement à la rentrée sur la lutte contre les violences faites aux enfants de toute nature, en tout lieu. Outre ce plan, faut-il une nouvelle loi ? Est-ce que la loi Schiappa doit déjà être revue en la matière ? Non, moi, on n'est pas pour l'instant sur la question du vecteur. Pour l'instant, on va regarder les dispositions. Vous savez, souvent, il est question... La loi, c'est important, évidemment, mais la loi ne peut pas tout. Et c'est un ancien législateur qui vous le dit. Il est parfois question surtout de pratique, d'usage, voilà, d'aller chercher dans les rouages de la pratique des professionnels ou des situations quotidiennes. Je pense que c'est là surtout qu'il faut aller investiguer pour l'instant. Une dernière question sur un autre sujet, puisque vous sortez d'un débat autour du cannabis thérapeutique. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission, Adrien Taquet. Où en êtes-vous sur ce sujet ? On sait qu'aujourd'hui, l'exécutif est plutôt favorable, notamment à la recherche, et on voit qu'il y a encore tout de même des opposants qui craignent que ce soit un cheval de Troie pour un usage plus récréatif. Bien sûr, Écoutez, on vient d'avoir un débat effectivement en hémicycle. C'était relativement consensuel, j'ai trouvé. On a bien fait le distinguo et tout le monde est assez d'accord là-dessus, je pense, entre le cannabis à usage thérapeutique et puis à usage récréatif, et rappeler que le cannabis à cet égard est une drogue qui a des effets sur la santé qui peuvent être dévastateurs. Donc la ministre effectivement des Solidarités et de la Santé s'était exprimée en faveur d'une expérimentation. Voilà, absolument. Le Premier ministre de la même façon. L'Agence nationale de la sécurité des médicaments a mis en place un comité temporaire pour évaluer les conditions dans lesquelles on pourrait mener une expérimentation. Le 26 juin, je crois, les dernières conclusions de ce comité seront rendues, et partant de là, on mettra probablement en place une expérimentation sur le cannabis thérapeutique qui est attendue par un certain nombre de concitoyens qui sont en grande souffrance. Effectivement, très attendu par beaucoup de citoyens français. Merci beaucoup Adrien Taquet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. On vient d'entendre Adrien Taquet, Dominique Vérien. C'est vrai qu'il y a beaucoup déjà, dit-il, un observatoire de la protection de l'enfance. Ça n'a pas été jugé suffisant par la mission d'information. Vous avez finalement découvert qu'on avait très peu de données sur justement ces infractions sexuelles sur mineurs. Effectivement, on avait très peu de données, donc on en a cherché au tout départ et on s'est heurté à une méconnaissance finalement du phénomène, et donc il nous semblait important non seulement d'avoir des données chiffrées, des statistiques, mais aussi, et donc ça c'est notre deuxième proposition, une étude épidémiologique du principe de comment se passe aussi l'emprise, comment se passe le passage à l'acte, et quelles sont les typologies d'agresseurs pour pouvoir justement essayer de mieux lutter et de mieux s'en protéger. Et ça, c'est vrai qu'on a peu de données. C'est pareil sur les handicapés. On a des chiffres qui nous sont donnés par des associations, mais on n'a pas de recueil sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a un vrai... Mais d'une façon générale, dès qu'on veut faire un peu de prévention et qu'on cherche à avoir des chiffres
en France, c'est très compliqué. On a eu l'étude Virage, mais qui est très très large, et on n'a rien de spécifique sur les agressions sur les enfants. Ouais, Marie Mercier, cet état des lieux était nécessaire. Qu'avez-vous découvert finalement tout au long de vos travaux? Oui, bien sûr, c'est un état des lieux chiffré qui nous manque, précis. Comme le dit bien ma collègue, on manque de données parce que un exemple dans le milieu sportif, la dernière enquête qui ne portait que sur 1400 personnes date quand même de 10 ans, puisque c'est 2008-2009. Elle avait déjà repéré qu'il y avait plus de 11% des athlètes qui avaient subi une violence sexuelle, en montant à 12% pour les athlètes de haut niveau. Donc le milieu sportif, c'est quelque chose qui nous a marqué aussi, en dehors des autres institutions, est un milieu où il y a effectivement des risques de violence sexuelle. Ouais. Alors Martine Brousse, je le disais, vous représentez la voix de l'enfant. On va rentrer dans le détail des propositions. On sait qu'il y a eu un débat et on va vraiment rentrer dans des choses très concrètes sur la question de ce fichier judiciaire pour les auteurs d'infractions sexuelles. Il faudrait l'étendre, c'est ce que disent les associations, au recrutement des professionnels. Il est aussi méconnu chez les élus, ce fichier. Oui, nous avons découvert lors de l'audition, il y avait un sénateur maire qui n'avait jamais entendu parler du FIGES. Donc c'est vrai que nous en avons informé le président des maires de France, et qui est aussi, M. Baron, avocat à la voix de l'enfant. Et donc, mais au-delà de ce fichier, il est important que toutes les associations qui interviennent auprès d'enfants puissent avoir accès à ce fichier. Il n'est pas question de savoir pour quelle condamnation l'association qui aurait ou un salarié ou un bénévole puisse interroger homme ou femme. Parce que là aussi, je crois que c'est important, homme ou femme, donc puisse interroger le FIGES en demandant telle personne a-t-elle fait l'objet d'une condamnation? Oui, non. Et après, ça sera la responsabilité de l'association de prendre cette personne en son sein ou non. Et surtout, ce qu'il va falloir réformer, c'est que seules figurent au FIGES des condamnations de plus de 5 ans. C'est-à-dire que vous avez, je peux le dire, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Jean-Luc Lahaye, il a fallu que le président du tribunal demande son inscription, car sa peine était en dessous de 5 ans, et il était président encore à l'époque de sa fondation. Donc, voilà, il est important aujourd'hui que toute personne qui est inscrite dans ce fichier le soit à partir de la condamnation, qu'elle soit avec sursis, d'1 mois avec sursis ou d'une amende, mais il est important que cette personne le soit. Moi, je voudrais juste revenir sur les chiffres. Je voudrais que pour vos téléspectateurs et fidèles téléspectateurs, on se dise aussi que la France a une originalité. Et la difficulté, et je vous rejoins, madame, c'est celle en France d'avoir des chiffres, mais d'autant plus pour la protection de l'enfance, c'est que la protection de l'enfance appartient au département. Donc il est aussi difficile de recueillir des données d'information quand des départements n'ont pas un même logiciel. Et pour travailler étroitement avec l'ONPE en tant que vice-présidente du GIPED, nous commençons à avoir des chiffres. Et ça, il faut aussi valoriser ce travail et cette détermination. Nécessité d'avoir des chiffres, un vrai bilan. Samuel Liéven, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Pèlerin Magazine. On se souvient qu'il y a eu un débat au moment de la création de cette mission d'information. Certains réclamaient à la suite de l'appel dans Témoignages chrétiens une commission d'enquête plus ciblée sur l'Église catholique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce rapport sénatorial? Il y a une partie qui est consacrée à l'Église catholique, justement. Oui, et on s'aperçoit en réalité que les problèmes qu'on a découverts au sein de l'Église lorsqu'elle s'est retrouvée au cœur de nombreux scandales ces dernières années, en réalité existent pour la société tout entière. C'est-à-dire que d'abord, il faut libérer la parole. C'est quand même ce que recommande tout d'abord le rapport. Et c'est ce que l'Église a enfin décidé de faire elle-même après, en gros, 3 décennies de scandales au niveau à la fois mondial et puis en France. Et c'est aujourd'hui ce qu'une commission indépendante, la commission Sauvé, qui commence ses travaux, va faire. C'est-à-dire libérer la parole dans tous les secteurs et puis se donner les moyens, avec une commission indépendante et pluridisciplinaire, d'enquêter dans tous les domaines, à la fois sur le présent, sur le passé, parce qu'il y a aussi un travail d'archives, pour établir un état des lieux, parce que l'Église fait partie de la société et il n'y a pas plus de chiffres disponibles au sein de l'Église que dans la société. Libérer la parole et recueillir le témoignage des victimes, c'est pas toujours évident. Justement, on va réécouter des extraits d'audition. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence des évêques, il avait justement expliqué toute la difficulté aussi, justement, par rapport aux enfants qui avaient une emprise finalement de la part justement des prêtres sur écoutez. Je suppose qu'un certain nombre de gens, de personnes, se sentant peut-être fragiles,
ont espéré trouver dans l'état sacerdotal une manière d'échapper, c'est-à-dire de ne pas commettre d'actes graves, justement d'être tenu de... Voilà. Et ça ne fait que renforcer une espèce de douleur personnelle que d'avoir raté, que d'avoir manqué, et qu'au contraire d'avoir été transformé en prédateur. Si on me pose la question en tant qu'avocat, un enfant peut-il consentir à un acte sexuel avec un adulte? Ma réponse juridique serait oui. Parce que la loi française a cette particularité, à ma connaissance relativement unique en Europe, de considérer que pour caractériser un viol, il faut établir la contrainte. Marie Mercier, on sait que vous préconisez aussi de faire le bilan de la loi Chiappa sur la définition de viol. On entend là aussi toute la difficulté sur cette notion de contrainte, de consentement. Là, c'était dans le cas de l'Église catholique. Mais que préconisez-vous? Oui, le discernement, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a un âge? Alors bien évidemment, ça peut sembler évident pour un tout petit enfant, une toute petite victime, évidemment qu'elle ne sera pas consentante. Mais le consentement ne vaut que s'il est absolu et s'il y a une pleine connaissance de ce qui se passe. Donc on dit que la loi française, comme le disait avec un tout petit peu, de façon un petit peu abrupte cet avocat, nous avons quand même l'atteinte sexuelle 227-25 qui dit bien qu'aucun majeur n'a le droit de porter atteinte à un mineur, quel qu'il soit, c'est déjà puni. Nous avons aggravé cette peine avec la loi Chiappa en augmentant vraiment l'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Mais je le disais déjà à l'époque, il faudra aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'un viol chez un petit enfant? La définition aussi a beaucoup varié. Au départ, excusez-moi, c'est très simple, mais au départ, ce n'était forcément qu'un pénis dans un vagin. Maintenant, c'est plus ça. Et fort heureusement, on a avancé dans cette définition. Les petits garçons subissent des viols. Dominique Vérien. Vous le savez, c'était un débat qu'on a eu au moment de la loi Chiappa, puisque nous étions quelques-uns à préconiser qu'il y ait un âge en deçà duquel on ne se pose pas la question de savoir si l'enfant a dit oui ou a dit non. Et quand bien même aurait-il dit oui, en ne sachant de toute façon pas à quoi il consentait, de toute façon, ça devait être non et c'était un viol. Nous n'avons pas obtenu ça. Je pense que c'est un sujet qui reviendra. Nous avons décidé pour cette mission de ne pas remettre ce sujet sur la table, puisqu'on avait quand même beaucoup d'autres axes aussi à développer. Par contre, on préconise effectivement de faire un bilan de la loi Chiappa pour savoir s'il faut la faire évoluer, et c'est effectivement un des sujets. D'ailleurs, c'était un peu court l'extrait que vous avez pris de l'avocat, parce qu'il ne faut pas croire qu'il défendait ça, bien au contraire, c'est ce qu'il dénonçait. Il dénonçait le fait qu'on puisse croire qu'un enfant de 8 ans, 10 ans, 11 ans puisse être consentant, ou même 13 ans, puisse être consentant à une relation sexuelle. Samuel Léven, il y a une prise de conscience, on en a parlé au sein de l'Église catholique, on essaye quand même justement de faire avancer les choses, notamment en ce qui concerne la libération de la parole. Vous sentez que les choses évoluent en ce sens? Alors après, il faut fournir des outils. Par exemple, c'est ce qu'on essaye de faire en tant que, je dirais, hebdomadaire populaire, largement diffusé, c'est de fournir à nos lecteurs et à l'ensemble des communautés des outils, des instruments pour aider à discerner. Parce qu'au-delà de libérer la parole, ce qu'il faut aussi faire, c'est comment réagir concrètement quand on est face à un cas de manipulation, d'abus hiérarchiques, d'agression sexuelle ou de pédopornographie, c'est-à-dire nommer ces situations concrètes, aider à les reconnaître et à partir de là, comment réagir concrètement en partant de cas pratiques avec l'aide de psychologues, de théologiens, de juristes. Et il faut fournir des éléments concrets, c'est-à-dire que là, on n'est plus, à partir du moment où on sort du déni, qu'on casse... On est sorti du déni de cette omerta dans l'Église catholique, selon vous? Eh bien là, je veux dire, l'Église, en tout cas au niveau institutionnel, n'a plus le choix et elle en est même d'ailleurs maintenant à inciter la remontée de la parole, là où auparavant, effectivement, je veux dire, mais depuis les responsables jusqu'aux prêtres ou aux responsables sur le terrain, il y avait plutôt une volonté de ne pas faire de vagues. Maintenant, au contraire, c'est inciter à ce que la parole remonte et une fois pour toutes, faire place nette. C'est le résultat de la commission Sauvé qui nous dira si effectivement il y a une prise de conscience et une évolution. Néanmoins, dans le rapport sénatorial, il y a quand même un mécanisme d'indemnisation financière que vous réclamez justement pour l'Église catholique. Martine Brousse, qu'en pensez-vous? Souvent, on a entendu la conférence des évêques parler simplement d'un geste financier. Là, ça va un petit peu plus loin. Non, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais moi, je voudrais juste revenir d'une part sur cette notion de viol. La Voix de l'enfant demande une redéfinition du viol pour les mineurs,
un mineur est un sujet de droit qui doit être traité au regard de sa vulnérabilité. Or, aujourd'hui, on est toujours avec des circonstances aggravantes, menaces. Avec l'action de l'âge, notamment. Comme nous demandons, et c'était la demande de la mission pluridisciplinaire mise en place par le Premier ministre à laquelle la Voix de l'enfant a participé, comme nous demandons un code aussi spécifique dans lequel sont réunis l'ensemble des textes pour les enfants relatifs aux enfants victimes. Or, aujourd'hui, il faut aller dans le code pénal, procédure pénale, code de la famille, code de la santé. Il est grand temps aujourd'hui que l'enfant victime soit reconnu en tant que tel et un droit qui lui soit propre, parce qu'il faut le protéger. Pour ce qui est des indemnités, au-delà des indemnités, il faut le soin. Il faut véritablement que ces jeunes victimes, quel que soit leur âge, aient une prise en charge à 100% du soin. Et que l'on n'attende pas, comme nous avons encore eu cette semaine une demande, un appel d'une maman, 6 mois d'attente dans un CNPP. Marie Mercier, peut-être votre réaction. Oui, tout à fait. La prise en charge est absolument indispensable pour que se mette en place ce qu'on appelle la résilience. Ma vie a été bouleversée, ma vie a été saccagée. Je dois la continuer autrement, en portant ça comme une cicatrice, mais je dois continuer ma vie sans pour autant s'installer dans un statut de victime qui voudrait dire derrière que je ne vis que par ce qui m'est arrivé, cette horrible chose qui m'est arrivée. Donc c'est un équilibre qui doit être trouvé avec des médecins pour que la petite victime puisse se dire finalement c'était pas ma vie mais c'était la vie de mon agresseur, c'était pas mon père, c'était un agresseur et c'est sa vie et ça ne saccagera plus la mienne. Et ça, c'est une longue forme de travail pour en arriver là. Dominique Verrien, la prise en charge des victimes, très clairement, de toute façon, ce sera une économie pour la santé, parce que le fait d'avoir été victime et de ne pas être pris en charge immédiatement, c'est être malade plus tard et avoir bien d'autres soucis. C'est plus de risques de suicide, c'est plus de risques de diabète, c'est plus de risques de tas de choses. Donc de toute façon, c'est mieux. Et puis c'est un risque aussi qui est terrible, c'est que la victime devienne elle-même prédateur si elle n'est pas prise en charge. Et donc si on veut éviter d'avoir des agresseurs, soignons vraiment l'ensemble des victimes et donc là, il y a une dizaine de centres de psychotraumatisme qui existent, enfin qui vont se mettre en place en France, qui ne sont pas forcément répartis sur l'ensemble du territoire. Non. Et donc, nous demandons, nous, effectivement, à ce que ce soit nettement plus étendu et qu'on en ait au moins un par département. On en préconise une centaine. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il y a énormément de choses par rapport à la prise en charge des victimes. Énormément de choses dans le rapport, juste aussi sur l'obligation de signalement, parce qu'on en a un petit peu parlé justement avec Tan Tra Nui et le secrétaire d'État. Ça vaut aussi, finalement, pour l'Église catholique, cette question, parfois, on est tenu au secret professionnel, au secret aussi, parfois, c'est vrai qu'il y a un parallèle intéressant à établir. Alors, c'est vrai que cette notion-là a été vraiment cassée au niveau universel, c'est-à-dire que désormais, il n'y a plus d'équivoque possible. Il y a une obligation qui a été rappelée, parce que ce n'est pas le pape qui émet les règles de droit dans chaque pays, c'est le pape a rappelé que dans chaque pays, il y avait obligation de signalement, et donc, en fait, rien moins que le respect des règles qui s'applique à tous. Avec un petit sujet, c'est que c'est un signalement à la hiérarchie et pas au procureur. Je pense qu'il y a encore un petit effort à faire. Oui. Et pour les médecins, Martine Brousse, les médecins, nous on a beaucoup, puisqu'on accompagne, on crée les unités d'accueil, où on recueille à l'hôpital la parole de l'enfant, où les auditions sont faites. Il n'est pas rare que nos pédiatres parfois même légistes, puisqu'aujourd'hui nous avons les pédiatres légistes, ou autres médecins, fassent soit une information préoccupante à la CRIP, donc à la cellule de recueil d'informations préoccupantes, soit auprès du procureur. Le problème qu'on soulève très souvent des médecins qui sont poursuivis, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi à la lettre la façon de rédiger. Je crois qu'il faut aussi qu'on reste dans une forme de droit et de respect. Quand ces médecins, j'ai vu dernièrement, nous savons qu'un médecin est poursuivi actuellement, mais quand on lit que c'est dit pratiquement clairement que le père a commis des actes sur son fils, c'est pas au médecin de dire si le père ou non. Oui. On sait que ce point fait débat. Mais ce point fait débat, mais Martine a parfaitement raison. Le médecin n'est pas témoin de ce qui s'est passé. Il constate que l'enfant a des sévices, mais il n'était pas là. Donc il ne peut pas dire c'est le père ou c'est un tel. Il constate la violence sur l'enfant. Donc il faut absolument clarifier à la fois le droit, clarifier pour le praticien ce qu'est exactement le secret professionnel. Quand il y a obligation
de déroger au secret professionnel. Nous sommes, nous, régis par le Code de la santé publique en premier, je dirais, parce que c'est notre cœur, notre corps de métier. Le secret professionnel, c'est pour protéger le patient. Mais dans notre Code de santé publique, il est clairement indiqué que quand on constate des sévices sur quelqu'un de vulnérable, un mineur en particulier, le médecin alerte les autorités. Il alerte, c'est le présent de l'indicatif, ça veut dire qu'il doit le faire. C'est une obligation. Mais le faire très rapidement sur ce point, justement, d'obligation de signalement. Alors, c'est un vrai sujet et l'obligation de signalement, de la même façon, d'ailleurs, pour les prêtres, même si on sait que globalement, un agresseur va rarement se confesser et annoncer ce qu'il a pu faire à ses petites victimes. En fait, bon, la commission, on se dit que puisque ce sujet a déjà été débattu, on n'a jamais réussi à le trancher, même s'il a été voté au Sénat, très clairement. Donc, il a été demandé, et j'espère qu'elle sera mise en place effectivement très rapidement, une mission spécifique sur ce sujet. Et là, après, on tranchera et dans ces cas-là, on pourra vraiment faire avancer le droit. Merci beaucoup. Merci Dominique Vérien, merci Marie Mercier, merci Martine Brousse, merci Samuel Lieven d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.